génial. Je ne parle pas de la situation, mais je crois qu'on a fait le tour du... Enfin, on n'a sûrement pas fait le tour, mais... Ils sont frutivores, les orang-outans. Ouais. Complètement. Ouais, la plupart de leur régime alimentaire, c'est des fruits. Et après, c'est écorce, feuilles, un peu d'insectes. Mais c'est vraiment essentiellement frugivore. Parce que il y a quelques jours en arrière, j'ai fait un entretien filmé avec Thierry Soucard, qui est un nutritionniste, qui a écrit un bouquin avec une avocate, Isabelle Robard. Le nom dit quelque chose. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Vérité, mensonge, je ne sais plus quoi, qui tire à 60 000 exemplaires chez Fayard. Mais il a écrit un petit bouquin chez Indigène, qui est une super maison d'édition à Montpellier. Et donc c'est le régime préhistorique. C'est vachement intéressant. Et donc c'est très proche son Oui. travail du Ah bah vôtre, oui. d'une certaine façon, par le biais de la nourriture Ouais. de nos ancêtres. Bon, parce que, évidemment, ou des grands singes, si on considère que l'homme soit descendu du singe, ce dont j'ai quand même un doute. Mais bon, comme ils sont très proches de l'homme, on va dire, c'est intéressant de voir quel était le régime. Ah bah complètement, oui. Ouais. Donc c'est intéressant de mettre en comparaison le régime soit de nos ancêtres du Pléistocène, soit des grands singes. Par exemple, à l'inverse, on est quand même plus proche des chimpanzés et des bonobos. Et là, chez les bonobos, ils sont vraiment frugivores, enfin végétariens. Les chimpanzés, eux chassent par contre. Chassent. Là, on est vraiment plus dans les populations un peu chasseurs-cueilleurs, comme on a pu voir à la préhistoire. Hein. Mais c'est vrai que tous les autres grands singes sont... voilà, ils vivent dans leur garde-manger et c'est que régime chlorophylle. C'est quand même très intéressant par rapport au régime occidental. Ah oui, complètement. Les céréales, les laitages et tout ça, ça m'intéresse beaucoup ce sujet parce que j'ai l'impression que le début de ce grand chambardement sur la planète, il est strictement lié au début de l'agriculture. Ben oui, quand même. Et c'est vrai que les habitudes alimentaires, c'est quelque chose vraiment de passionnant de voir comment ça a évolué, comment ça a influé sur le monde. Parce que je sais plus, qu'est-ce que j'écoutais encore c'était ce midi, je sais plus. Oui, c'était ce midi sur France Inter, je sais plus qui était invité. Il y avait un intervenant qui parlait du changement de l'agriculture dans le Périgord, avec le passage à l'industrialisation et la disparition des bocages, parce que tout d'un coup il fallait aussi produire plus pour alimenter plus, pour une demande de plus en plus importante. Mais ça c'est un problème général. Quand on repart sur la question de la déforestation, que ce soit pour les agrocarburants, pour le bois ou pour autre chose, de toute façon c'est le problème de l'offre et la demande. Et c'est ça qui gère tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tant qu'il y a une demande, il y a une offre. Oui. Que ce soit en bois, que ce soit en agrocarburant, que ce soit en maïs transgénique, en viande, en tout ce qu'on veut. Oui, et leur propos, c'est pas de produire quelque chose, c'est de produire de l'argent. Avant toute chose. Et de créer des besoins. Et créer les besoins, justement. Il y a un exemple qui est assez... parce que j'ai travaillé là-dessus pour un reportage, c'est sur les crevettes tropicales. Et alors là, c'est quelque chose aussi, parce que les crevettes, avant, c'était je ne vais pas dire un produit de luxe, mais c'était quand même quelque chose d'assez onéreux. Enfin, on ne mangeait pas des grosses crevettes, c'est ce qu'on appelle les gambas en gros, on en mangeait rarement, parce que c'était cher. Et les années 80 sont passées par là, on a appelé ça la révolution bleue, et on s'est dit, on va nourrir la planète avec ce qu'il y a dans l'océan. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout fait des fermes à crevettes. Et pour les fermes, on a déforesté la mangrove. On a installé des grands bassins partout. Alors c'est vrai, c'est dramatique en Asie du Sud-Est, mais il y en a aussi autour du continent africain, américain, partout où il y a de la mangrove, donc sur toute la ceinture tropicale. Et donc on a mis ces grands bassins, on a installé des crevettes qu'on a évidemment nourries abondamment avec des antibiotiques en particulier. Et puis, ça a participé à la pollution des eaux et évidemment à la déforestation. Et après, on s'étonne quand il y a un tsunami que ça fasse tant de dégâts et tant de victimes. Sauf que on s'aperçoit que là où la mangrove était encore là, comme c'est étrange, il n'y a pas eu de dégâts, ou très peu.
Ben oui, c'est que la mangrove, ça fonctionne quand même aussi comme barrière climatique, enfin pas climatique, mais comme barrière contre l'érosion, contre ce genre les cyclones tropicaux, les tsunamis, etc. Et voilà, maintenant, le résultat, c'est que dans tous les supermarchés, on a des crevettes pas chères. Oui, et un barrage contre la salinification des... Oui, Parce que là, j'ai vu au oui Sénégal, en aussi. Casamance, Oui. la mangrove étant détruite, les gars peuvent plus faire de riz, Ah bah parce que les complètement. rizières sont salinifiées. Ah bah oui, puisque l'eau s'infiltre, il n'y a plus ce barrage, ces arbres qui absorbent le sel et ouais, non, c'est Donc la terrifiant. destruction de la mangrove, elle a des implications directes sur l'agriculture, Ah ouais, complètement. entre autres. Oui. Et c'est toujours pareil, c'est pour soi-disant ben, donner accès à certains produits qui auparavant étaient des produits réservés à une certaine élite. Non, en gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça cache juste un truc, c'est que c'est simplement pour faire du profit, un peu plus de profit. C'est tout. C'est qui se soucie que n'importe qui puisse manger des crevettes. Puis bon, notre survie dépend pas de ça.